Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui fait suite à la précédente sur le PS. Donc voilà, je risque de vous en faire plusieurs puisqu'effectivement, sinon ça fait des gros contenus d'un coup. Donc je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer au mieux la création d'une séquence de PS et d'une séance également. Donc avant de créer sa séquence de PS, donc on a vu qu'il fallait dans chaque séance une mise en train, un corps de séance et un retour au calme. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc là maintenant on va voir les éléments qui sont à prendre en compte pour définir justement une séquence, pour créer une séquence. Donc les éléments à définir en amont. Il faut déjà s'intéresser aux compétences. Les compétences à travailler. Donc les compétences, vous les retrouvez dans les bulletins officiels notamment. Donc quand vous les lisez, c'est intéressant vraiment de regarder les compétences et les attendus. Et vous avez généralement, lors de votre oral, un bulletin officiel avec des compétences notées pour vous aider justement, pour pas que vous soyez lâché un petit peu sans rien. En général, quand on démarre sa carrière, on se sert d'ailleurs beaucoup du bulletin officiel parce qu'on ne connaît pas les compétences par cœur. Donc on est obligé d'aller chercher aussi les compétences et les attendus en fonction du niveau de classe que nous avons. Donc, les compétences à travailler. Après, je m'intéresse aux objectifs. Les objectifs poursuivis. Donc, les objectifs poursuivis, c'est vous qui les définissez. L'enseignant qui les définit. Quels objectifs? Où je veux que mes élèves arrivent. Ça, c'est où je veux, moi, que mes élèves arrivent. Et ensuite, il y a le but de l'activité. Donc, le but de l'activité ou de la situation que vous proposez, c'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves doivent faire? Donc là, le but, c'est ce que vous allez donner aux élèves. Ça veut dire, là, on va faire cette situation, vous présentez la situation. Le but de cette situation pour les élèves, c'est d'arriver à faire 3 passes consécutives sans faire tomber de ballon, par exemple, si on est sur un sport collectif. Donc ça, c'est important de le noter. Ensuite, il y a les critères de réussite. Donc ces critères de réussite, ils sont clairement définis et annoncés aux élèves. Donc là, effectivement, les critères de réussite dans le fait de réussir des passes, voilà, ça peut être quantitatif. Il faut en réussir 3 sans faire tomber le ballon, par exemple. Mais ça peut être aussi, vous allez devoir vous servir des mains, utiliser les 2 mains pour faire des passes, par exemple en basket. Voilà, les 2 mains vers l'avant, hauteur poitrine. Voilà, là on est sur des critères de réussite. Ah, l'élève arrive à faire la passe hauteur poitrine, j'arrive à faire la passe hauteur poitrine en tant qu'élève. Je sais que j'ai réussi ce critère-là. Donc ça, c'est important que les élèves aient ces infos-là pour réussir au mieux l'activité. Ensuite, on a tout ce qui est préparation matérielle. C'est-à-dire que vous devez faire apparaître dans vos documents de préparation, et vous devez en parler bien sûr lors de votre épreuve, quel matériel vous avez besoin. Donc souvent, on se le note d'une autre couleur sur votre brouillon. Vous notez le matériel d'une couleur. Moi, je le notais souvent en vert, mais bon, après, c'est purement indicatif. Et je notais le matériel à disposition, ce que j'avais besoin. Par exemple, si je suis dans une cour extérieure, j'ai peut-être besoin de plots pour délimiter des zones. Peut-être que j'aurai besoin de chasubles pour délimiter des équipes lorsqu'on est sur des confrontations. Peut-être que j'aurai besoin d'autres choses. En tout cas, il faut penser à tout ce matériel en amont. Donc déjà, il faut tout le noter pour pouvoir le dire au jury. J'aurai besoin de ce matériel pour ma séance. Et donc ça, c'est important. Ensuite, je dois aussi penser à la sécurité. Et ça, c'est primordial lors de l'épreuve. Si vous ne parlez pas de la sécurité, le jury va vous tomber dessus. Peut-être pas directement, soit ils vont vous poser la question, ils vont vous laisser une seconde chance, soit ils vont rien vous dire, et dans ces cas-là, vous risquez de prendre une mauvaise note. Donc la sécurité, c'est primordial en EPS. Donc il faut que ce soit votre priorité à vous, en tant qu'enseignant, et aussi à vous quand vous passez le concours. Mais les deux sont vrais, il faut que ce soit la priorité. Vous êtes la seule responsable de la sécurité des élèves. S'il arrive quelque chose lors d'une activité sportive, pendant le temps de classe, ça peut être aussi pendant la classe, mais lors d'une activité sportive, dans ces cas-là, vous êtes responsable. Donc attention à ça, attention au règlement de chaque activité, aux espaces qui doivent être sécurisés, qui doivent être protégés et qui doivent être délimités. Ça, c'est important. Souvent, il faut responsabiliser les élèves pour mesurer justement la prise de risque. Il faut leur dire, là, si on voit qu'on est pas loin de se cogner, on s'arrête, par exemple. Et donc, dans cette optique de la sécurité, il est important de rappeler ces règles de sécurité au début de chaque séance. Donc, lorsque je présente ma séance, je vais présenter les règles de sécurité et je vais dire, je vais expliquer aux élèves, après ma mise en train généralement, je vais préciser aux élèves les règles de sécurité à respecter. Et là, vous les énoncez, ces règles, en fonction des activités. Ce ne sera pas les mêmes règles de sécurité au basket, à la natation ou à la lutte, par exemple. On n'est pas dans les mêmes sports. Donc ça, c'est important de le préciser. Par exemple, pour la lutte, il faut ne pas se faire mal, ne pas faire mal à l'autre, ne faire mal à personne, en fait. Il faut ne pas faire mal. Pour la natation, il ne faut pas courir au bord du bassin, par exemple. Il ne faut pas plonger ou sauter. Pour le javelot, généralement, on utilise bien sûr des javelots en mousse,
Mais il faut attendre avant de récupérer les objets. Donc ça, il faut bien le préciser, parce que sinon vos élèves, ils ont lancé les javelots, ils vont les chercher, ils se reprennent un javelot. Même si vos javelots sont en mousse, si le javelot arrive dans l'œil, par exemple, ça peut faire très très mal. Donc ça, il faut bien préciser. Et puis ça fait partie aussi de la responsabilisation des élèves à leur propre sécurité. Et ensuite, pour les sauts, par exemple, il faut aussi attendre que l'élève soit sorti. Voilà, on met en place des codes et on leur fait bien respecter ça. Et il faut que ce soit instauré dès le début pour que les élèves automatisent ces règles de sécurité et qu'il n'y ait pas de risque de blessure, notamment quand les élèves progressent et donc ont un niveau plus grand et donc plus de risques de blessure aussi. Le rôle du professeur des écoles, c'est bien sûr d'étayer au maximum ces activités. C'est-à-dire qu'on doit intervenir pour apporter des aides, pour apporter des conseils aux besoins de chacun. Il faut adapter, bien sûr, en proposant des variables didactiques. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut proposer des variables didactiques positives, c'est-à-dire pour des élèves qui arrivent très bien, je propose des variables pour complexifier l'activité. Et ensuite, il faut proposer des variables plutôt justement pour des élèves qui n'y arrivent pas, pour simplifier l'activité. Donc des variables moins, comme on appelle. Donc ces variables-là, elles permettent justement de pouvoir adapter l'activité en fonction du niveau de chaque élève. Bien sûr, dans une classe, même s'ils ont le même âge, ils auront tous un niveau différent. Ils ne se seront pas développés de la même manière. Et c'est normal, c'est pas un problème. Et ça, il faut montrer lors de l'oral que vous prenez en compte des différences entre les élèves. Vous prenez en compte cette différence-là pour que votre séance, elle soit le plus adaptée à toute la classe et à tous les élèves. On ne peut pas faire un truc moyen pour tout le monde. On est obligé d'adapter à chaque niveau de classe. Donc souvent, on propose un niveau, un attendu, une variante plus simple et une variante plus complexe. Et déjà, là, on est dans le vrai de l'EPS. Ensuite, ce qui est important, c'est de construire un climat favorable à l'apprentissage. Il ne faut pas de moquerie. Il ne faut pas dévaloriser. Au contraire, il faut être toujours dans la valorisation de ce qui est réussi. L'EPS, pour certains, c'est très difficile. C'est comme ça, c'est comme pour d'autres les mathématiques ou le français. Mais il faut arriver à valoriser tout ce qui est réussi et ce qui est bien fait par l'élève. Même si on valorise des choses qu'on ne valorise pas pour des élèves qui arrivent très bien à faire ces choses-là et qui sont déjà sur un autre niveau. Mais ça, c'est peu importe. On valorise chaque élève dans l'atteinte de ses objectifs précis, des critères de réussite qu'on aura définis pour cet élève ou ce groupe d'élèves. Généralement, c'est des groupes d'élèves qui sont faits. On peut bien sûr faire des groupes d'élèves par niveau, c'est intéressant aussi. Mais il ne faut pas tout le temps faire des groupes d'élèves par niveau. Il faut aussi parfois mélanger, avoir des groupes à la fois parfois homogènes et parfois des groupes hétérogènes. Ça permet aussi de changer de statut dans le groupe. Donc ça, c'est important. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives, pour tout ce qui est les pratiques dans un encadrement régulier qu'on va pratiquer à l'école, on peut être l'enseignant seul. Par contre, pour tout ce qui entraîne une sortie scolaire, on va avoir besoin de respecter des taux d'encadrement. Donc par exemple, pour la maternelle, si je m'en vais par exemple en sortie natation, donc c'est une sortie scolaire occasionnelle, je vais avoir besoin, donc si j'ai 16 élèves ou moins, je vais pouvoir avoir moi-même et un intervenant ou un autre enseignant par exemple. Si par contre, j'ai plus de 16 élèves, je dois toujours avoir, donc je suis moi, j'ai un intervenant qui est bien sûr agréé, donc on verra ensuite ce que ça veut dire, et pour 8 élèves supplémentaires, j'ai un agréé de plus. Donc ça veut dire que pour 16, il y a l'intervenant agréé plus moi, et dès que je rajoute 8 élèves, tous les 8 élèves, je rajoute un intervenant supplémentaire. Donc pour une classe de 24, j'aurai bien évidemment 3 personnes, moi et 2 intervenants. Donc ça, c'est important. Pour l'élémentaire, on est sur des taux différents, vu qu'ils sont plus grands. Si on a 30 élèves ou moins, on peut être, nous, avec un intervenant agréé. Donc le professeur des écoles et un intervenant. Par contre, si au-delà de 30, il faut rajouter un intervenant pour 15 élèves. Donc ça dépend si on fait des sorties groupées ou si on est 31, par exemple, 31 dans la classe, eh bien, il me faut 2 intervenants agréés avec moi. Il y a des pratiques qui doivent aussi respecter un taux d'encadrement renforcé, notamment des pratiques spécifiques. Donc c'est le cas par exemple de l'escalade, du ski, du tir à l'arc, du VTT, des sports équestres. Donc là, c'est un nombre d'intervenants renforcé. Donc là, pour la maternelle, si j'ai 12 élèves ou moins, un intervenant plus moi, ça suffit, plus l'enseignant, ça suffit. Si j'ai plus de 12 élèves, il me faut un intervenant agréé supplémentaire pour 6 élèves.
Donc si j'ai par exemple 18 élèves, il y a 2 intervenants plus moi. Si par contre j'en ai 20, j'ai besoin de 3 intervenants plus moi. Donc ça c'est important à prendre en compte pour ces activités dites à besoin d'intervention renforcée, d'intervenants renforcés. Souvent, on a quelqu'un de spécialiste, on demande un spécialiste. Par exemple, pour faire de l'escalade, on va demander peut-être un intervenant spécialisé dans l'escalade. Et en élémentaire, pour 24 élèves ou moins, un seul intervenant et l'enseignant suffisent. Par contre, au-delà, on doit rajouter un intervenant agréé pour 12 élèves. Donc même si j'en ai 25, je suis obligée de rajouter un intervenant agréé en plus, et donc j'en ai 2 avec moi. Les activités sont toujours sous la responsabilité de l'enseignant, même s'il y a un intervenant extérieur. C'est à vous, en tant que professeur des écoles, de présenter le programme de ce que vous allez faire. Alors, ce n'est pas toujours le cas en réalité, parfois, notamment en natation, on a souvent les maîtres nageurs qui veulent imposer un petit peu leur façon de faire. Mais c'est vous, l'enseignant de la classe, donc c'est à vous de donner les consignes, c'est à vous de choisir le contenu pédagogique qui sera proposé lors des séances de PS, parce que c'est vous qui travaillez là-dessus avec les élèves. Et vos intervenants, ils doivent appliquer ce que vous leur demandez de faire. Même s'il y a un autre adulte donc, qui s'occupe d'un groupe particulier, l'adulte il aura été briefé en amont, et c'est à vous de le briefer pour lui dire, là on va faire ça, j'attends ça de vous, j'attends ça. Donc ça c'est important. Ensuite, il y a des procédures pour que les parents puissent passer ces agréments. Donc ces procédures, elles ont lieu dans différents coins, selon vos régions, et ces procédures, elles ont lieu à différentes dates. Donc, les parents, ils doivent passer cet agrément, par exemple, agrément en natation, pour pouvoir être agréés à accompagner les sorties natation. Et ainsi de suite pour pas mal de sorties. Pour la plupart des sorties, vous avez besoin d'un intervenant. Donc, il faut que ces parents le fassent en amont, donc c'est à vous de les renseigner. Bon, souvent, c'est le directeur de l'école qui s'en occupe, mais il faut vraiment que les intervenants extérieurs, les parents, aient passé ces procédures d'agrément. Alors, elles sont valables, elles ne sont pas valables qu'une année, elles sont valables plusieurs années, il me semble. Donc voilà par rapport à ça. Donc c'était une deuxième vidéo par rapport à la construction d'une séance en EPS. Et donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo concernant toujours l'EPS. À très vite.